Vous êtes-vous déjà demandé comment un épisode de Bob l'éponge sur se cacher dans un congélateur est devenu l'une des histoires de voyage dans le temps les plus bizarres jamais diffusées à la télévision pour enfants? SB129 n'a absolument aucun sens scientifique. Un congélateur de restaurant devient une machine à voyager dans le temps. Tout dans le futur est chromé sans aucune raison, et Carlo invente accidentellement la pêche aux méduses en essayant de l'éviter. Restez pour découvrir pourquoi cet épisode complètement insensé fonctionne si parfaitement et est devenu l'une des aventures les plus légendaires de Bob l'éponge. Mais avant de plonger dans l'épisode, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. L'épisode SB129 a été diffusé le réveillon du Nouvel An 1999 pendant la première saison de Bob l'éponge quand l'émission expérimentait encore avec à quel point elle pouvait être étrange. La fin des années 90 était un âge d'or pour l'animation expérimentale sur Nickelodeon, avec des émissions comme Rocko's Modern Life et The Wren, Stimpy Show repoussant les limites de ce que la télévision pour enfants pouvait être. Bob l'éponge faisait partie de cette vague de dessins animés qui n'avaient pas peur d'être véritablement étranges. L'épisode a été écrit par Aaron Springer, Eric Weiss et Mr. Lawrence. Des scénaristes qui ont clairement décidé que la logique scientifique était optionnelle et que les congélateurs pouvaient absolument servir de dispositif de voyage dans le temps si l'histoire en avait besoin. Steven Hillenburg, le créateur de l'émission, puis laissait encore son équipe prendre des risques créatifs massifs sans s'inquiéter de savoir si quelque chose avait du sens pour les adultes ou même suivait les lois de base de la physique. L'émission n'avait pas encore été aseptisée en contenu purement adapté aux enfants, elle était encore assez étrange pour confondre les parents et rester avec les spectateurs pendant des décennies. Cet épisode particulier devait à l'origine être sur Bob l'éponge et Patrick voyageant dans le temps. Mais ils l'ont changé pour se concentrer sur Carlo à la place, ce qui était probablement la meilleure décision qu'ils aient jamais prise, parce que la personnalité grincheuse de Carlo fait le contraste parfait avec toute la folie autour de lui. L'équipe de production s'amusait clairement avec le thème du millénaire, puisqu'il était diffusé le réveillon du Nouvel An pour célébrer l'année 2000, mais ils ont pris ce concept et l'ont passé dans un mixeur de pure folie de dessin animé. Le titre de travail original de l'épisode était SpongeBob 3000, ce qui vous donne une idée de comment ils pensaient au thème futuriste, bien que la version finale aille bien au-delà de la simple spéculation future vers un chaos temporel complet qui ferait pleurer la plupart des écrivains de science-fiction. La configuration commence complètement normale, ce qui rend tout ce qui suit encore plus fou. C'est dimanche matin à Bikini Bottom, et le narrateur français prévient utilement tout le monde de sortir leur bouchon d'oreille parce que Carlo est sur le point de pratiquer la clarinette. Configuration classique de Bob l'éponge, nous savons que cela va mal tourner d'une façon ou d'une autre, mais nous n'avons aucune idée à quel point spectaculairement mal cela va tourner. Carlo embrasse sa clarinette amoureusement et se prépare à offrir à Bikini Bottom de la vraie musique, ce qui est sa façon de dire qu'il est sur le point d'infliger un terrible jeu de clarinette à tous ceux qui sont à portée d'oreille. Mais au moment exact où il essaye de jouer, le réveil de Bob l'éponge sonne précisément en même temps, créant un timing comique parfait qui envoie la clarinette directement dans la gorge de Carlo comme un numéro d'avaleur de sabre de dessin animé qui a mal tourné. Le timing ici est comme si l'univers lui-même conspirait contre le désir de Carlo pour la paix et la tranquillité. Bob l'éponge apparaît avec son énergie joyeuse habituelle, demandant si Carlo veut aller pêcher les méduses, mais Carlo ne peut pas répondre correctement à cause de la clarinette logée dans sa gorge. Chaque fois qu'il essaye de parler, des sons de clarinette sortent au lieu de mots, créant une conversation musicale bizarre que Bob l'éponge interprète d'une façon ou d'une autre comme de l'enthousiasme. Bob l'éponge, étant Bob l'éponge, prend ses protestations musicales étouffées comme un accord enthousiaste et annonce que lui et Patrick seront là tout de suite pour récupérer leur copain pêcheur de méduses. Ce malentendu établit toute la chaîne d'événements qui mènent au voyage dans le temps, au paradoxe temporel et à la crise existentielle. Si Carlo avait pu simplement dire non clairement, rien du reste ne serait arrivé. Mais c'est le génie cruel de cet épisode. Tout commence par un simple échec de communication qui s'enroule en chaos cosmique. C'est là que la vraie torture commence. Et l'épisode montre ses vraies couleurs comme quelque chose de beaucoup plus étrange qu'une aventure typique de Bob l'éponge. Bob l'éponge et Patrick commencent la séquence la plus ennuyeuse de l'histoire des dessins animés, demandant répétitivement si Carlo est prêt à aller pêcher les méduses. Mais ce n'est pas juste demander une ou deux fois. Carlo dit non et claque sa porte. Coup immédiat de Bob l'éponge. Prêt maintenant? Non, claquement. Et maintenant? Non, claquement. Maintenant? Non, claquement. Cela continue pour toujours, avec Carlo ouvrant et fermant sa porte environ 8 fois en succession rapide. Pendant que Bob l'éponge pose la même question comme un disque rayé coincé sur la chanson la plus irritante jamais enregistrée. C'est le genre de gag répétitif qui vous fait soit rire hystériquement, soit questionner votre sanité mentale, et probablement les deux en même temps. Le claquement de porte devient presque rituel, comme si Bob l'éponge exécutait une sorte de sortilège temporel qui est sur le point de briser le tissu même de la réalité. Chaque claquement devient plus violent. Chaque non devient plus désespéré, et vous pouvez sentir la sanité mentale de Carlo se fissurer avec chaque répétition. Le génie de cette séquence est comment elle construit la pression à la fois chez Carlo et chez l'audience jusqu'à ce que quelque chose doive céder. Vous savez que cela ne peut pas continuer pour toujours, mais vous n'avez aucune idée de comment cela va s'arrêter ou de ce qui va se passer quand cela s'arrêtera. L'épisode traite cette interaction mondaine comme une poudrière sur le point d'exploser, et rétrospectivement, c'est exactement ce que c'est, la mèche qui allume toute l'intrigue du voyage dans le temps. Patrick se rend même compte à un moment donné que Carlo ne veut pas jouer avec eux. Mais l'optimisme implacable de Bob l'éponge surpasse toute conclusion logique, maintenant la pression jusqu'à ce que Carlo finisse par craquer. L'événement principal commence quand Carlo craque finalement sous la pression
et décide qu'il doit s'échapper à tout prix. Il dit à Bob l'éponge et Patrick d'attendre juste une seconde, puis s'échappe immédiatement par l'arrière de sa maison comme un prisonnier faisant une évasion de prison. Le fait qu'il ressente le besoin de littéralement fuir sa propre maison juste pour éviter la pêche aux méduses montre à quel point il est devenu désespéré. Il court au crabe croustillant qui est miséricordieusement fermé le dimanche et trouve le restaurant complètement vide et paisible. Pour un bref moment, il semble qu'il ait trouvé le refuge parfait de l'enthousiasme implacable de Bob l'éponge. Il essaie même de jouer sa clarinette, savourant ce qu'il pense sera du temps de musique ininterrompu. Mais Bob l'éponge et Patrick apparaissent quand même, l'appelant et fouillant le bâtiment comme des détectives déterminés traquant leur cible. Vous pouvez les entendre dehors crier « Carlo, Carlo !» avec le genre de persistance qui rendrait un harceleur fier. Carlo panique et prend ce qui semble être une décision intelligente, se cacher dans le congélateur où ils ne penseront jamais à regarder. Le congélateur représente l'évasion ultime. Froid, silencieux, isolé et complètement libre de Bob l'éponge. Quand Bob l'éponge et Patrick ne peuvent le trouver nulle part, ils supposent qu'il doit être déjà allé au champ de méduses sans eux, ce qui est probablement la seule conclusion logique qu'ils aient jamais atteinte. Ils partent, et Carlo pense qu'il a gagné. Il essaie de sortir de sa cachette parfaite, mais découvre que la porte est verrouillée de l'intérieur. Cela devrait être un inconvénient mineur. Quelqu'un remarquera qu'il manque et viendra le chercher assez tôt. Il est confiant que tout cela sera résolu rapidement, disant « Je serai sorti d'ici en un rien de temps », ce qui devient tragiquement ironique, étant donné ce qui arrive ensuite. Puis le narrateur lâche la bombe la plus désinvolte de l'histoire des dessins animés. 2000 ans plus tard. Comme ça, sans avertissement ni préparation, nous avons sauté d'un simple dimanche matin au futur lointain. L'épisode traite ce saut temporel massif comme si ce n'était pas grand-chose, ce qui est soit brillant, soit complètement fou. Les charnières rouillées de la porte du congélateur finissent par céder après 2 millénaires de décomposition et Carlo dégringole dehors, encore congelé solide dans un bloc parfait de glace, comme une sorte de sucette glacée de céphalopode. Le fait qu'il ait survécu à être congelé pendant 2000 ans n'est jamais questionné ou expliqué. L'épisode accepte simplement que les personnages de dessins animés peuvent apparemment hiberner indéfiniment dans les congélateurs de restaurants. Sponge-Tron, un descendant robot chromé de Bob l'éponge, vole près sur une sorte de système de propulsion futuriste et repère le Carlo congelé. Sa réaction est parfaite. Sacré pâté de crabe. Maintenant l'enthousiasme de Bob l'éponge même sous forme de robot. Sponge-Tron procède à décongeler Carlo en utilisant ce qui ne peut être décrit que comme un marteau laser, parce qu'apparemment dans le futur, les outils de cuisine ont évolué en armes high-tech. Le processus de fonte implique un rayon laser rouge qui d'une façon ou d'une autre ne fait pas mal à Carlo, mais le décongèle parfaitement, ce qui est le genre de physique de dessin animé sélectif qui fait fonctionner cet épisode. Le futur Bikini Bottom est absolument fou de façons qui vont bien au-delà des prédictions typiques de science-fiction. Tout, et je veux dire tout, est chromé. Bâtiments, routes, véhicules, plantes, et même les gens eux-mêmes sont métalliques et brillants. Ce n'est pas juste un choix de design, c'est apparemment un style de vie obligatoire dans ce futur dystopique. Quand Carlo demande pourquoi tout est chromé, Sponge-Tron donne l'explication la plus factuelle possible. Tout est chromé dans le futur. C'est tout. C'est toute l'explication pour ce changement environnemental et social massif. L'épisode traite le chromage universel comme une loi naturelle de la physique futuriste. Pour enfoncer ce point de la façon la plus absurde possible, il montre un camion s'arrêtant près d'une seule fleur qui a d'une façon ou d'une autre réussi à pousser dans ce désert métallique. Une figure vêtue de chrome sort, peint soigneusement la fleur en argent et repart sans un mot. Ils commettent littéralement un génocide botanique pour maintenir l'esthétique chromée, et c'est joué pour les rires. Cette scène soulève tant de questions qui ne seront jamais répondues. Y a-t-il un département de chromification? Y a-t-il une police chromée qui patrouille pour la matière organique non autorisée? Qu'est-il arrivé aux gens qui ont refusé d'être chromés? Sponge-Tron mentionne presque négligemment qu'il a des clones 486 d'entre eux, un pour chaque lettre de l'alphabet. Cette ligne jetée contient des implications qui sont stupéfiantes quand vous y pensez. Au cours de 2 millénaires, la civilisation a ajouté 460 nouvelles lettres à l'alphabet. Que sont ces lettres? Quels sons représentent-elles? Qui a décidé que l'alphabet devait faire près de 500 lettres de long? L'épisode Lâche se fait absolument époustouflant et continue comme si c'était parfaitement normal, ce qui est soit de la construction de monde de niveau génie, soit de la folie complète. Quand Carlo supplie de retourner à sa propre période temporelle, Sponge-Tron ne traite pas cela comme une grande requête nécessitant une autorisation spéciale. Il mentionne négligemment que la machine à voyager dans le temps est au bout du couloir, à gauche, comme s'il donnait des directions pour des toilettes. Cette société future traite le voyage dans le temps comme nous traitons les transports publics, juste une autre commodité quotidienne que n'importe qui peut utiliser quand il veut. La première tentative de Carlo pour trouver la machine à voyager dans le temps tourne horriblement mal quand il marche dans ce qui s'avère être une salle d'ouvre-boîte. La porte le traite littéralement comme s'il était une boîte de conserve, le transformant en un désordre en forme de ressort de chair qui se reforme d'une façon ou d'une autre en forme normale de Carlo. Cela suggère que le futur a industrialisé la modification corporelle au point où être accidentellement traité par l'équipement de cuisine n'est qu'un inconvénient mineur. Sponge-Tron le dirige vers la bonne porte, et la vraie machine à voyager dans le temps ressemble à quelqu'un qui aurait croisé une cabine téléphonique avec une machine à sous, ce qui est probablement la description la plus précise du voyage dans le temps jamais conçu. L'interface est magnifiquement simple, juste un levier qui peut être réglé sur passé ou futur avec une clé pour l'activer.
Carlo règle la machine sur passé et finit dans le Bikini Bottom préhistorique, qui ressemble à ce qui arriverait si les pierres à feu se déroulaient sous l'eau. Ici, il rencontre des versions hommes des cavernes de Bob l'éponge et Patrick, qui sont d'une façon ou d'une autre exactement la même espèce que leurs descendants modernes, mais avec l'intelligence et le comportement des premiers humains. Ces versions préhistoriques sont absolument terrifiées par les méduses, ce qui crée un contraste intéressant avec l'enthousiasme de leurs descendants pour la pêche aux méduses. Ils continuent de courir en criant de terreur primitive, tout en s'électrocutant accidentellement, en essayant de toucher les méduses à main nue, comme s'ils essayaient répétitivement de caresser des clôtures électriques. Carlo en a complètement marre de leurs cris, ce qui interfère avec ses plans de finalement jouer de la clarinette en paix. Dans un moment de pragmatisme frustré, il arrache des morceaux de leur pagne et fabrique les premiers filets de pêche aux méduses de l'histoire. Il démontre la technique appropriée d'attraper des méduses et les créatures primitives sont émerveillées par ce concept révolutionnaire. C'est là que l'épisode révèle son génie cruel. Carlo vient d'inventer la pêche aux méduses, exactement l'activité qu'il essayait d'éviter en voyageant dans le temps en premier lieu. Il a créé une boucle causale parfaite où sa tentative d'éviter la pêche aux méduses cause littéralement l'existence de la pêche aux méduses. Chaque fois que Bob l'éponge lui a jamais demandé d'aller pêcher les méduses à travers l'histoire, c'est parce que Carlo a enseigné au Bob l'éponge primitif comment le faire. Quand Carlo s'assoit finalement pour jouer sa clarinette dans ce cadre préhistorique paisible, les hommes des cavernes entendent la musique et deviennent immédiatement absolument fous. Le son de la clarinette les affecte comme une sorte de malédiction ancienne ou un concert de rock primitif qui a mal tourné. Ils le poursuivent jusqu'à la machine à voyager dans le temps avec une pure fureur. Dans sa panique, Carlo joue frénétiquement avec les contrôles de la machine à voyager dans le temps et casse complètement le levier. La machine commence à tourner à travers les dimensions comme une machine à sous cosmique. L'affichage montre futur tournant avant d'atterrir sur 2 citrons et un bar, pendant qu'une voix robotique annonce perdant. La machine à voyager dans le temps a essentiellement dit à Carlo qu'il a échoué au voyage dans le temps lui-même. Carlo finit dans la partie la plus dérangeante de l'épisode, un endroit appelé Nulle Part, qui représente l'accomplissement ultime de ses désirs. C'est exactement ce que ça sonne, un vide complètement blanc où Carlo obtient finalement son souhait d'être vraiment seul, loin de Bob l'éponge, Patrick et toute autre créature vivante dans l'univers. Mais l'univers a un sens de l'humour tordu, et sa solitude parfaite devient immédiatement une torture psychologique. Des voix désincarnées commencent à scander « Seul, seul, seul », dans une boucle infinie et hypnotique qui sonne comme une sorte de cauchemar existentiel rendu audible. Cette partie est véritablement effrayante, comme quelque chose sorti d'un film d'horreur psychologique qui a accidentellement erré dans un dessin animé pour enfants. Carlo essaye de fuir les voix, mais cette dimension opère sur la logique de cauchemar où l'évasion est impossible. Il finit toujours au même endroit, peu importe dans quelle direction il court. Quelques tuiles colorées apparaissent occasionnellement, donnant un bref espoir de substance, mais elles flottent quand Carlo les touche comme des mirages, se moquant de son désir pour quelque chose de réel. L'espace blanc infini et les voix répétitives transforment ce qui devrait être la victoire ultime de Carlo en sa défaite ultime. Finalement, après avoir couru en cercle et n'être arrivé nulle part, Carlo a une dépression nerveuse complète. Il tape du pied en frustration absolue, s'écrase accidentellement à travers le plancher de la réalité elle-même et dégringole de retour dans la machine à voyager dans le temps tout en sanglotant incontrôlablement. Il pleure qu'il veut rentrer à la maison, qu'il manque Bikini Bottom et plus important, qu'il manque même Bob l'éponge. À ce point, vous devez vous demander cet épisode était-il un non-sens brillant ou juste du chaos total? Genre, voulait-il que ce soit une histoire d'horreur psychologique au milieu d'un dessin animé de Bob l'éponge? Je veux savoir ce que vous pensez. Laissez un commentaire si cet épisode a joué avec votre cerveau comme il l'a fait avec celui de Carlo. Au moment où il admet qu'il manque Bob l'éponge, la machine à voyager dans le temps répond à son honnêteté émotionnelle plutôt qu'à tout contrôle mécanique et le ramène au présent. Bob l'éponge et Patrick se tiennent encore dehors de sa maison dans exactement les mêmes positions, comme si aucun temps ne s'était écoulé du tout de leur perspective. Quand il le voit émerger, il demande joyeusement s'il est finalement prêt à aller pêcher les méduses, comme si le voyage interdimensionnel dans le temps était parfaitement normal. Carlo, encore traumatisé de son voyage, perd complètement la tête. Il crie qu'il ne sera jamais prêt pour la pêche aux méduses et exige de savoir qui a inventé un jeu si stupide en premier lieu. Bob l'éponge et Patrick le regardent avec une innocence confuse et l'informent calmement. C'est toi, Carlo. La réalisation le frappe, il est responsable de sa propre misère à travers des milliers d'années d'histoire. Il a créé le paradoxe temporel ultime où il est piégé dans une boucle éternelle de sa propre création. L'épisode se termine avec Carlo déclarant « Je retourne en arrière », probablement pour essayer de réparer ce paradoxe. SB129 est devenu instantanément légendaire parmi les fans de Bob l'éponge parce qu'il a prouvé que les émissions pour enfants pouvaient être véritablement bizarres sans complètement perdre leur audience. L'épisode était différent de tout ce qui avait été à la télévision pour enfants auparavant. Une histoire de voyage dans le temps qui ignorait chaque règle de la narration de science-fiction, tout en créant d'une façon ou d'une autre de véritables enjeux émotionnels. La carte de temps 2000 ans plus tard est devenue immédiatement quotable et est encore utilisée en ligne pour indiquer un long passage de temps. Le visage surpris du Bob l'éponge primitif quand Carlo les appelle simples d'esprit a lancé des milliers d'images de réactions à travers les médias sociaux. Le chant seul de la dimension nulle part est devenu un point de référence pour l'angoisse existentielle dans les médias pour enfants. Les fans ont immédiatement commencé à créer des théories sur le futur chromé, l'alphabet étendu et la mécanique du voyage dans le temps que l'épisode ne s'est jamais donné la peine d'expliquer. L'impact à long terme de SB129 s'étend bien au-delà de la culture des mèmes Internet et dans comment nous pensons au divertissement pour enfants et à la
narration en général. L'épisode a établi un modèle pour comment les émissions animées pouvaient être étranges. Pas étranges au hasard, mais étranges avec confiance, avec de véritables conséquences émotionnelles et un développement de personnages. Il a prouvé que les enfants pouvaient gérer du contenu véritablement troublant comme l'horreur existentielle et les paradoxes temporels tant que c'était enveloppé dans l'humour et servait l'histoire. L'influence de l'épisode peut être vue dans des dessins animés ultérieurs qui n'avaient pas peur de devenir véritablement étranges, depuis les épisodes d'horreur cosmique d'Adventure Time jusqu'au traitement désinvolte de Rick and Morty du voyage interdimensionnel. SB129 a démontré que les audiences suivraient les créateurs dans un territoire complètement bizarre tant qu'ils s'engageaient pleinement dans quelques prémices folles qu'ils exploraient, peu importe la possibilité scientifique. Dans une ère où la plupart du contenu pour enfants est testé en groupe de discussion à mort et aseptisé pour un attrait large maximal, cet épisode reste un monument à la prise de risque créatif qui n'a absolument aucun sens scientifique, mais fonctionne parfaitement sur un niveau émotionnel et comique. Le traitement désinvolte de l'épisode de concept impossible, machines à voyager dans le temps de congélateur, futurs scromés, expansion de l'alphabet, paradoxes temporels, a montré que parfois, la meilleure façon de gérer des éléments fantastiques est de simplement les présenter comme des faits établis et continuer sans explication extensive. 25 ans plus tard, SB129 se dresse encore comme preuve que les idées les plus étranges et illogiques peuvent devenir les histoires les plus inoubliables et émotionnellement résonantes. C'est la fin de l'épisode. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et je vous verrai dans le prochain.